À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons d'hypoxie en lien avec l'entraînement en compagnie de Jonas Foro et de Samuel Belnou. Les deux animateurs seront Patrick Juvin et Eric Brest, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Eric. Bonjour Patrick. Bonjour Samuel, bonjour Jonas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Donc Samuel Belnou, je suis responsable de la performance dans l'équipe World Tour Cofidis. Mon rôle dans l'équipe donc c'est de superviser la cellule performance. Donc ça va être l'activité des entraîneurs, suivi de l'entraînement, des nutritionnistes diététiciens. Donc là c'est le versant nutrition de la perf, et puis évidemment le couplage entre les deux. Et puis depuis cette année on travaille aussi avec un ingénieur données qui donc complète cette mission globale de perf dans l'équipe, et on aura aussi quelques missions parallèles comme l'évaluation et l'optimisation du matériel et des positions sur le vélo. Moi je suis Jonas Foro, je suis responsable du suivi de la haute performance au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Globalement ma mission elle est séparée en deux. Une partie c'est toute la gestion de l'hypoxie au Centre national et toutes les équipes de France et toutes les équipes aussi qui peuvent venir utiliser les installations hypoxiques ici, donc les chambres et puis aussi du côté de l'entraînement. Et la deuxième c'est d'effectuer tout le suivi scientifique des équipes de France de ski nordique. Donc les tests, le profilage, on peut faire aussi du monitoring, etc., du conseil, voilà. Alors Jonas, je vais revenir moi sur les particularismes du site sur lequel nous sommes accueillis aujourd'hui, ce magnifique site de Prémanon. Nous sommes en moyenne altitude. Vous êtes équipé depuis de nombreuses années avec des chambres hypoxie. Il y a un chalet qui a été construit en environnement contrôlé. Par contre, sauf à me tromper, je ne vois pas de pièces à environnement contrôlé. Est-ce que pour toi, dans ta pratique et dans ton déroulé de professionnel, ça serait peut-être quelque chose à mettre en place ici sur le Centre national de ski nordique? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui donc on a un chalet, donc c'est 4 chambres de 2 personnes avec un espace commun en hypoxie, plus les 8 chambres du 5e étage avec également un autre espace commun en hypoxie. Un espace d'entraînement en hypoxie, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui nous manque globalement, donc ça on l'espère l'avoir dans certaines années. Dans quelques années, je veux dire. Par contre, ça n'empêche pas qu'on en fait quand même de l'entraînement en hypoxie. C'est-à-dire, soit on utilise de l'altitrainer, donc c'est-à-dire plutôt que de diminuer le pourcentage d'oxygène dans l'air, en fait, on ajoute de l'azote et donc ça simule une altitude également. Donc ça, on l'utilise beaucoup avec la Fédération française de ski, notamment sur les protocoles RSH. Et sinon, on utilise simplement les chambres ou les espaces communs, où finalement c'est des assez grands espaces où on met le tapis roulant, le ski erg, le watt bike, où finalement on peut effectuer les entraînements en hypoxie. Et donc on s'en sert très régulièrement. Les fondeurs font beaucoup de RSH ici. On fait aussi également l'entraînement en altitude. Typiquement là il y a la course d'orientation qui vient préparer les championnats du monde ici, donc ils viennent s'acclimater. Et donc on va effectuer quelques entraînements à basse intensité aussi en hypoxie pour activer aussi l'acclimatation encore, pour qu'elle soit encore plus rapide. Et donc oui, c'est vrai que c'est un espace, on va dire, vraiment fait pour ça. Aujourd'hui on l'a pas, mais ça nous empêche pas de finalement réaliser tous ces entraînements sans problème. Ok. Est-ce que Jonas, par exemple, est-ce que tu peux nous donner les conséquences de l'exposition à l'hypoxie ? Ouais, bien sûr. Donc déjà, je pense qu'on va définir un petit peu l'hypoxie. Donc l'hypoxie, ça vient donc de hypo et puis xi, donc c'est-à-dire le manque d'oxygène. Ce qui se passe donc, c'est-à-dire qu'on va simuler de l'altitude en hypoxie. Donc on va simuler l'altitude dans les chambres ici par exemple, non pas en baissant la pression, ce qui peut se passer par exemple en altitude réelle, mais en diminuant en fait le pourcentage d'oxygène dans l'air. Donc en ça on va simuler donc différentes altitudes et ça va créer donc une baisse de la pression artérielle en O2 et donc une baisse de la saturation en O2 pardon. Dans le sang. Ce qui va faire que plutôt que d'être par exemple avec une saturation de 98 ou 100%, on va se retrouver avec des saturations entre 85 et 93
suivant le niveau d'altitude. Et même plus bas si on va sur des très hautes altitudes. Alors, qu'est-ce qu'on cherche du coup quels sont les effets positifs recherchés quand on travaille en hypoxie? Alors, il y a différents effets positifs. Il y a différentes méthodes qui ont été développées jusqu'ici en hypoxie. Il y a vraiment les méthodes d'entraînement. Donc, on va séparer vraiment tout ce qui est entraînement en hypoxie et tout ce qui est passer du temps en hypoxie. Donc, tout ce qui est stage long, etc. On va commencer déjà à s'intéresser avec tout ce qui est stage long. Donc, des stages d'environ 3 semaines, etc. Là, on va chercher tous les phénomènes en fait d'augmentation de la masse en hémoglobine. En fait, on vient donc baisser, comme je l'ai dit, de manière un peu artificielle, finalement la saturation en O2 de notre sang, parce qu'on respire donc moins d'oxygène, donc finalement on baisse la saturation, et donc ça va créer en fait des conséquences, une cascade qui va faire que on va baisser on va avoir un manque on va être en situation d'hypoxie. Et donc on va avoir donc une baisse de saturation, comme je le disais. On va activer le facteur HIF1 qui va activer donc l'érythropoïèse et donc la création finalement d'hémoglobine. Donc on va créer plus d'hémoglobine, on va créer plus de transporteurs pour transporter plus d'oxygène. Et donc quand on va revenir en fait en basse altitude, on va avoir plus d'hémoglobine globalement, et donc on va être plus performant. Donc ça c'est une des caractéristiques qu'on va rechercher. Il y en a aussi d'autres. On va avoir un meilleur système tampon qui va être optimisé. On va avoir également la baisse de la masse grasse ou des choses comme ça, ou du poids également en hypoxie. On va avoir tous ces phénomènes là qui vont être boostés par l'hypoxie. Et après on va s'intéresser aussi aux méthodes d'entraînement. Donc on va s'intéresser à l'hypoxie à la fois pour mieux s'acclimater. Par exemple, si on a une compétition en altitude, on va venir en hypoxie pour s'acclimater mieux et donc perdre moins de performance dans cette compétition en hypoxie. Et on peut venir aussi chercher d'autres méthodes d'entraînement comme le RTH, donc c'est-à-dire la musculation en hypoxie, où là on va plutôt l'utiliser sur des athlètes blessés ou des choses comme ça, en reprise globalement. Et on va aussi utiliser le RSH, des méthodes donc de répétition de sprint en hypoxie, pour augmenter cette méthode-là, elle sert principalement à augmenter, donc à diminuer la fatigue induite par les sprints et à augmenter la puissance de chaque sprint. Voilà globalement un peu une une synthèse un petit peu de pourquoi utiliser l'hypoxie. Et il y a aussi des effets négatifs. Alors, il y a en fait l'hypoxie en soi crée des effets négatifs. C'est-à-dire que si on a une compétition en hypoxie, en altitude, globalement, on va avoir une baisse de performance. Cette baisse de performance, elle va être à peu près de 7% tous les 1000 mètres. C'est-à-dire que si on est à 1000 mètres d'altitude, on va perdre 7%. Si on est à 2000 mètres, on va perdre 14%. Donc en fait, ça, c'est induit par l'altitude classique. Et en fait, nous, on va se servir donc de ce stress-là pour essayer de bonifier la performance. Donc bonifier la performance à la suite d'un stage. Ou alors justement, ces 7%-là ou ces 14% si on est à 2000. En fait, si on fait une phase d'acclimatation par exemple avant, où on s'entraîne en hypoxie, etc. Et en fait, ces 14% vont peut-être devenir 10%. Donc en fait, on va minimiser la baisse de performance en hypoxie. Donc on n'a pas forcément d'effet néfaste, on va dire, à faire des stages en hypoxie ou des choses comme ça. Mais en fait, finalement, l'altitude en elle-même fait baisser la performance. Samuel, toi tu utilises régulièrement dans le cyclisme l'hypoxie. Est-ce que tu peux nous donner une stratégie d'entraînement que toi tu fais, que tu utilises, un exemple de planification? Oui, alors moi je pilote des stages donc dans le milieu pro là depuis une dizaine d'années pour les différents athlètes. Nous on a pas mal de contraintes, c'est notre calendrier sportif parce qu'il faut arriver aussi dans un état de fraîcheur relatif avant de partir en hypoxie. Jonas l'a précisé, on rajoute un stress avec l'hypoxie, donc il faut être capable de l'encaisser. Nous aujourd'hui les stratégies qu'on observe, c'est qu'on utilise l'hypoxie de différentes manières. On peut l'envisager comme souvent c'est fait dans les sports d'endurance en préparation terminale, c'est-à-dire à l'amorce d'un objectif. C'est ce qu'on vient de réaliser au cours du mois de mai pour préparer le Dauphiné et le Tour. Donc Guillaume Martin, pour citer un exemple précis, a fait 3 semaines d'hypoxie, 1 semaine à Prévanon et 2 semaines en altitude réelle à Tignes. Et donc l'objectif c'est préparation finale avant les objectifs. Mais on a complété cette approche avec plusieurs expositions dans l'année. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé du bienfait de la répétition de ces expositions. Et au cours du mois de février, Guillaume a déjà effectué 3 semaines d'altitude en Sierra Nevada, en Espagne, donc en altitude réelle. Et là, on a le curseur est moins orienté préparation
finale, mais plus préparation générale, et on va avoir plus de travail dans les contenus autour de la force et de l'endurance. Au fil des stages, les cyclistes répondent mieux à l'hypoxie alors. Je parlerai pas de réponse dans le sens où je pense que j'ai rarement vu finalement des profils qui répondent mal ou qui ne supportent pas les doses d'hypoxie qu'on leur propose, dans le sens où on fait de l'altitude modérée, on est entre 2000 et 2500 mètres. Il existe des profils de coureurs, j'en connais un ou deux qui réagissent mal à ces altitudes-là, mais dans la grande majorité des cas, la plupart n'ont pas de soucis majeurs. Mais par contre, c'est quand même quelque chose, c'est si vous voulez, c'est une balance entre la récupération et le stress qu'il faut trouver la juste balance pour que le stress qu'on impose en plus avec l'hypoxie, plus la charge d'entraînement, ne soit pas supérieur à nos capacités de récupération, parce que sinon on sort du stage d'hypoxie en situation de fatigue. Donc il y a pour moi il y a un apprentissage de l'utilisation de l'hypoxie, et forcément il y a un effet expérience qui est important aujourd'hui. Je peux parler de Guillaume avec qui je travaille depuis 10 ans. On arrive sur des stages avec eu beaucoup de situations dans lesquelles on a dû adapter suite à une chute, suite à une blessure, en amont, pendant le stage, les contenus, et toutefois on a réussi à trouver ce juste équilibre, et maintenant de toutes ces expériences là on est fort dans nos propositions de conviction dans l'utilisation de l'altitude. Du coup, quel marqueur vous avez quotidiennement pour suivre les cyclistes ou les athlètes en général? En fait c'est une question hyper intéressante, puisqu'on fait un monitoring vraiment complet. Comme l'a dit Sam, c'est une période, l'altitude finalement, où il y a un stress supplémentaire. Donc finalement on est toujours dans cette balance-là entre récupération et stress, et donc on va mettre plusieurs marqueurs justement pour monitorer cette altitude-là. Le premier, c'est la saturation en oxygène, donc dans le sang, donc avec un oxymètre de pouls, donc simplement qu'on va mettre au doigt toute la nuit. On va suivre justement cette saturation-là. La deuxième, c'est la fréquence cardiaque aussi toute la nuit également avec l'oxymètre qu'on va avoir. Le HRV aussi le matin, parce qu'en fait l'hypoxie crée un dérèglement du système nerveux autonome. Donc on va avoir plutôt notamment une dominante orthosympathique les premiers jours, et puis après ça va se rééquilibrer justement si ça se passe bien la phase d'acclimatation. Donc on suit aussi les HRV de manière journalière. On va avoir une très grosse importance sur le sommeil également. Le sommeil va avoir une grosse importance, et donc on va suivre le sommeil, notamment avec des questionnaires le matin, savoir si les athlètes ont bien dormi, etc., pour justement bonifier la récupération. Donc ça on le fait avec des questionnaires. Et on va avoir aussi un très gros suivi sur l'hydratation. L'hypoxie, il faut savoir que ça déshydrate beaucoup, notamment les premiers jours. On va avoir ce qu'on appelle la crise hydrique, qui va être liée à deux phénomènes en fait. Le premier phénomène, c'est que quand on a d'hyperventilation, donc quand on est en altitude, on va hyperventiler pour essayer d'apporter plus d'oxygène justement. L'hyperventilation va faire qu'on va expulser de la vapeur d'eau, donc on va se déshydrater. Le deuxième phénomène, c'est qu'on va expulser aussi du CO2, donc on va avoir un équilibre acido-basique dans le sang qui va se déséquilibrer, et donc on va essayer donc de lutter contre ce déséquilibre-là en produisant de l'ammoniac pour le rééquilibrer. Donc l'ammoniac, faut le rejeter en fait par l'urine, et donc on va uriner aussi plus souvent. Donc en fait, il faut vraiment lutter contre cette déshydratation-là, et donc on va la suivre aussi, on va la monitorer avec un réfractomètre, donc avec l'urine tous les matins. Donc on va suivre aussi tous ces paramètres-là. Et en fait, tous ces paramètres-là vont nous permettre à la fois de discuter avec l'entraîneur justement sur l'état de l'athlète, pour définir aussi les niveaux d'altitude et le niveau de stress qui va être suffisant à la fois pour avoir des effets bénéfiques, mais aussi pas trop important pour que l'athlète puisse continuer à s'entraîner et pas rentrer dans des périodes de fatigue. Moi, je rebondis sur ce que dit Jonas, parce qu'on fait sensiblement la même chose. Nous, on observe effectivement la SpO2 et la fréquence cardiaque nocturne. Donc, à savoir que quand on va arriver, la FC va augmenter puis redescendre tranquillement. Et la SpO2, c'est l'inverse. Elle va chuter puis elle va remonter. Pour avoir un ordre d'idée, quand on s'entraîne entre 2000 et 2400 mètres, la SpO2, elle va baisser entre 86,7 pour ceux qui saturent le plus, et jusqu'à 90, et puis on va retrouver des valeurs autour de 90-92 en fonction de l'altitude. Et pour l'AFC, c'est vraiment athlète dépendant, mais ils peuvent prendre jusqu'à 15 pulses, je dirais, pour des athlètes d'endurance
en altitude. Donc ça, ces deux paramètres-là nous permettent aussi d'évaluer un peu la phase d'acclimatation. Une fois que ça retourne à des états stables et rééquilibrés, on va estimer que l'acclimatation à l'altitude est faite et on va pouvoir passer à des exercices plus intenses. Et l'autre point qu'on surveille évidemment, c'est l'hydratation. Donc chaque matin, on vérifie que la concentration urinaire via le réfractomètre, elle soit bonne. Donc on met des petits messages d'alerte. Donc ça, c'est sur les paramètres physio. Pour ceux qui sont sensibilisés, on a aussi le HRV, donc la variabilité cardiaque, qui vient compléter les deux premières. Et enfin, évidemment, ça c'est plus subjectif, mais discuter avec l'athlète sur son ressenti autour de sa fatigue et de l'exposition à l'altitude. Est-ce qu'il y a Je rebondis là-dessus, juste sur le ressenti, justement. Je trouve que c'est un paramètre hyper important, je l'ai oublié. C'est Laurent, mon prédécesseur, qui disait souvent ça. Il disait, souvent au petit déjeuner, on voit si l'athlète a passé une bonne nuit ou pas. Savoir s'il est, finalement, le nez dans les céréales, ou s'il est plutôt souriant, etc. Et donc c'est vrai que l'échange, rien ne va remplacer l'échange et il est vraiment hyper important. Est-ce qu'il y a une anticipation avant la semaine d'avant un stage en altitude? Oui, alors la semaine d'avant, si on se limite à la semaine, je dirais c'est juste on va alléger la charge d'entraînement. En tout cas nous c'est ce qu'on observe. En plus généralement dans notre calendrier, ils sont en course peu de temps avant de partir en altitude. Donc la semaine, les 10 jours avant, c'est souvent une coupure ou une semaine vraiment light pour s'assurer que, en termes d'énergie, ils aient assez d'énergie pour supporter le stress additionnel qu'on va leur imposer. Et puis sur des paramètres plus, là, on le fait peut-être un peu plus loin qu'une semaine, mais on va surveiller le taux de fer sanguin, parce que donc comme le disait Jonas, le but de rechercher de l'adaptation systémique, donc exposition longue, c'est l'augmentation de la masse en hémoglobine. Et il faut savoir que dans le puzzle pour fabriquer l'hémoglobine, hémo, c'est le fer. Donc en fait, il nous faut des molécules de fer, ce qui veut dire que pour construire, si on image les choses comme ça, l'hémoglobine, il va falloir les pièces du Lego. Et si on les a pas, ça ne fonctionnera pas et même ça peut nous mettre en carence. Donc c'est un des paramètres qu'on va surveiller en amont du stage, c'est le taux de fer sanguin pour s'assurer qu'on n'est pas dans des situations de carence. Alors Samuel et puis Jonas, tu pourras aussi intervenir, je pense. Moi, je reviens sur ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la fréquentation et les expositions dans des séjours en altitude qui ont un petit peu évolué. C'est vrai que tu nous parlais de préparation terminale et puis là d'exposition un peu plus régulière, voire en phase hivernale. Finalement, sur le déroulé d'un accompagnement comme avec tes sportifs, est-ce que ils ont toujours la même réponse ou est-ce que des fois il y a des déceptions ou des fois il y a vraiment des adaptations qui sont encore plus fortes d'une année sur l'autre quand on est sur des saisons qui se ressemblent par rapport au temps d'exposition, au temps de stage que tu mets en place avec tes différentes équipes? Oui, alors je dirais déjà il y a du début de la carrière jusqu'à maintenant. Je prends l'exemple de Guillaume. Au début, on faisait des stages plutôt terminaux autour de 10 à 15 jours, question de moyens, question de possibilités aussi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que il est plutôt à 60 jours par an d'hypoxie. Donc ça a évolué. Et forcément, j'ai envie de dire, comme je le présentais tout à l'heure, vu qu'on n'a pas les mêmes contenus entre les stages, on n'a pas tout à fait les mêmes non plus les mêmes effets derrière. Mais les effets, on n'a pas les mêmes, on n'attend pas les mêmes non plus entre guillemets. Donc on parle des choses qui peuvent, on parle d'altitude, mais avec des objectifs qui peuvent être différents. Et je prends souvent cet exemple-là pour imager un peu les choses dans le sport co où on va aller en altitude pour faire les bases foncières, pour ensuite travailler dur, pour mieux récupérer. Et dans les sports d'endurance où traditionnellement c'était à l'origine plus utilisé en prépa finale. Et on a un peu ces deux extrêmes-là dans lesquels on navigue. Et après, pour pas faire une réponse de Normand complète, oui, de toute façon, faut pas croire qu'il suffit de copier-coller d'une saison sur l'autre. Si je compare tous les stages qu'on aurait pu faire au mois de mai pour préparer le Dauphiné et le Tour avec Guillaume, eh bien, on s'aperçoit que la fatigue avec laquelle il va rentrer dans le stage, elle va varier. On a des paramètres qu'on maîtrise pas, la météo, les conditions de course, etc.
Donc ça fait que d'une année sur l'autre, il arrive pas tout à fait dans les mêmes états de fatigue. Et l'autre point qu'on maîtrise pas, c'est les épisodes infectieux. C'est-à-dire que si on a un bon exemple l'an dernier, Yon Izagirre qui est arrivé malade en hypoxie, eh bien son stage a eu très peu d'impact sur sa condition derrière, alors que cette année c'était beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est des paramètres qui vont venir perturber la préparation, et il faut pas croire que l'hypoxie c'est magique, c'est pas systématique, et il faut s'assurer que tous ces petits éléments, le suivi dont on a fait part avec Jonas, tous ces petits éléments-là, ils vont être très importants dans l'optimisation des gains qu'on peut espérer de ces expositions. Je pense que c'est aussi important, comme tu le disais Sam, c'est la phase expérimentation, c'est-à-dire que plus l'athlète il va avoir de l'expérience, plus aussi nous on va avoir de l'expérience sur comment fonctionne l'athlète. Avec l'entraîneur, finalement c'est un peu un triptyque entre celui qui fait le suivi, l'entraîneur et l'athlète. Plus on va avoir de l'expérience là-dessus, plus il va multiplier les stages en altitude, plus on va être réactif justement en fonction des données qu'on peut observer avec le suivi, etc. Et on peut rétablir des situations de fatigue de plus en plus rapidement, et on peut bonifier les stages. Typiquement, c'est exactement le processus qu'on a actuellement avec la Fédération française de montagne et d'escalade sur le groupe ski alpinisme. C'est-à-dire que eux, ils ont un objectif, c'est Cortina en 2026, et ils commencent dès à présent, dès l'année dernière, à faire des premières expositions hypoxie pour voir comment ils réagissent, comment les athlètes fonctionnent, etc. Qu'est-ce qu'il faut, où ils doivent aller, etc. Et donc avec toutes les mesures qu'on fait, finalement, en 2026, on va ressortir, on va dire, un petit peu le plan idéal, même si on sait qu'il va avoir des ajustements à faire au jour le jour. Mais en tout cas, on va pas se lancer dans l'inconnu. Et donc, il va avoir ce côté expérience qui va être hyper important. Samuel, il y a différentes stratégies d'entraînement comme vivre en haut et s'entraîner en bas. Qu'est-ce que tu utilises et pourquoi? Alors nous, le principal objectif, donc c'est l'adaptation systémique, donc l'augmentation des transporteurs. Donc on vit en haut, donc on vise ça, de passer le plus d'heures. On parle de dose hypoxique en altitude. Donc même sur une sortie longue de 6 heures, finalement, il nous reste 18 heures à passer en altitude. Et puis on s'entraîne en bas, mais compte tenu de la spécificité de notre discipline, forcément on va avoir un temps d'exposition en pratique en altitude aussi quand on va monter au-dessus des cols ou des sommets. Et on couple ça avec les méthodes plus locales. Là, on vise plutôt les adaptations périphériques que Jonas a présentées en faisant des répétitions de sprint en hypoxie. Alors, notre préférence quand on est sur le terrain, c'est d'essayer de les faire quand même sur le terrain. Alors, on va être limité en fonction de l'endroit où on se trouve, mais il faut imaginer par exemple qu'en Sierra Nevada, on peut déjà monter quasiment jusqu'à 3000 mètres pour faire nos sprints sur de la route. Donc on se prive pas de ces conditions-là, et on va utiliser donc des méthodes d'entraînement en hypoxie comme le RSH et la méthode Living High Training Low. Donc on fait du Living High Training High and Low. Je pense que c'est une question qui est hyper intéressante parce que ça a été beaucoup la question un petit peu dans l'hypoxie dans les dernières décennies, entre s'entraîner en haut, s'entraîner en bas, vivre en haut, etc. Aujourd'hui, il y a un consensus qui est fait, c'est-à-dire que si globalement on veut vraiment bonifier les effets hématologiques et bonifier la performance, c'est plus intéressant de vivre en haut et de s'entraîner en bas. Parce qu'en fait, à partir du moment où on va s'entraîner en bas, on va pouvoir s'entraîner avec des allures spécifiques. Par exemple, en course à pied, on va s'entraîner vraiment à nos allures, on va dire habituelles et classiques. Et donc, on va garder toutes les capacités neuromusculaires, musculaires, etc. qu'on peut avoir lors d'une séance classique. Alors que si on s'entraînerait en altitude, en fait, finalement, on s'entraînerait sur des allures inférieures, dû au fait qu'on va être moins performant en altitude. Et donc, on va perdre un petit peu ces adaptations-là. Par contre, ça reste vraiment très intéressant de s'entraîner en altitude si par contre on prépare une compétition en altitude. Comme l'a dit Samuel, si eux
dans leur Tour de France, il y a des montées de col, etc., qui vont passer souvent au-delà des 2000 mètres, etc., ça reste intéressant de s'entraîner au-delà des 2000 mètres, justement pour s'acclimater, pour avoir plus l'habitude de performer en altitude. Également sur les méthodes, donc comme il a parlé, le RSH, etc., là on va être sur de la très haute, sur de la très haute altitude, au-delà de 3000 mètres, on va chercher ces adaptations-là. Et donc là, forcément, c'est intéressant de s'entraîner en altitude. Voilà. Et donc, comme il a dit, on va coupler un petit peu les méthodes, on va coupler à la fois le living high avec de l'entraînement en altitude, on va le coupler parfois avec de l'entraînement à basse altitude. Et c'est ça aussi qui fait la spécificité et on va dire un petit peu l'ADN de chaque centre. Par exemple, nous ici, on est plutôt spécialisé sur le living high, training low, c'est-à-dire s'entraîner en bas. Et par exemple, à Font-Romeu, eux, qui sont déjà à 1800, ils vont plutôt être spécialisés sur le training haut, living high and training high. Donc ça, c'est chaque centre va avoir ces spécificités là, et donc suivant l'objectif, les athlètes vont se diriger, les entraîneurs vont se diriger vers une méthode ou l'autre d'entraînement. Et en termes de planification, les allures de course, vous pouvez pas les faire dès le départ. Il faut d'abord une acclimatation sur par exemple, on dit 3 semaines d'acclimatation, 3 semaines de stage. Vous les faites à quel moment en fait ces allures de course? Alors, à quel moment on les fait? Il y a un aspect stratégique puis un aspect physiologique. Donc, l'aspect physio, c'est que on peut envisager de les faire une fois qu'on est acclimaté. Et ça, je dirais, Jonas complétera, mais entre 3 et 5 jours en fonction des athlètes, en fonction de leur expérience, leur fatigue, etc., ce qu'on a un petit peu évoqué jusque-là. Et puis ensuite, c'est une option stratégique de dire qu'est-ce que je vise. Est-ce que je développe vraiment l'endurance fondamentale? Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de les faire tout de suite. On fait un gros cycle d'endurance, d'expérience. Au final, aujourd'hui, moi, avec certains coureurs à qui je bosse depuis longtemps, je m'aperçois que rien que ça, c'est déjà très très porteur en termes de résultats. Donc j'ai allégé la partie on va dire spécifique depuis 10 ans que je mets en place des stages hypoxiques, et c'est dans la partie terminale qui va être on va faire je dirais plutôt 2-3 blocs de travail en fonction du temps qu'on a, où là on va retrouver des intensités spécifiques, et les petites modulations qu'on va quand même avoir, c'est que parce que nous dans le cyclisme on va de toute manière être amené à performer en altitude. En tant qu'entraîneur, je vais moduler les intensités de travail en fonction de où ils font l'exercice. S'ils le font à 700 mètres dans la vallée au pied du col, ou s'ils le font à 2000 au sommet du Roseland ou à l'arrivée sur Tignes. Et du coup, là, dans l'expression de ces regroupements avec tes sportifs, ou Jonas avec les différents sports que tu accueilles ici, quel est le déclencheur en fait? Est-ce que c'est la SPO2? Est-ce que c'est la tête du sportif au réveil? Est-ce que c'est son retour où il exprime qu'il est bien et puis qu'on peut commencer à intensifier les entraînements? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager sur ça? Ouais, bien sûr. Je pense que déjà, si on revient de base au projet de l'entraîneur, c'est-à-dire que nous, on se donne aussi le droit de refuser un stage hypoxie si on trouve que le projet, il est pas logique, c'est-à-dire que s'il prévoit pendant 3 semaines que des intensités un jour sur 2, etc., sans la phase d'acclimatation, nous, on va refuser le projet parce qu'on pense qu'on va mettre, pas forcément en danger l'athlète, parce qu'on ne met pas en danger, mais on va surfatiguer l'athlète, etc., et après, finalement, on va aussi colporter l'altitude, ça marche pas, ou alors l'altitude, moi, je suis pas répondeur, etc., Mais en fait, pour nous, il n'y a pas de mauvais répondeurs. Il y a des mauvais stages en altitude, mais il n'y a pas forcément de mauvais répondeurs à l'altitude. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si je reviens sur la phase un petit peu d'acclimatation, l'acclimatation, il y a 2 choses qui va faire l'acclimatation. La première chose, c'est le sportif, et la deuxième chose, c'est l'altitude également. C'est-à-dire que plus on va être haut, plus il va y avoir un temps d'acclimatation qui va être long, qui va être nécessaire. Et souvent, on fait un petit peu cette erreur-là, c'est-à-dire qu'on se dit, je vais en stage à 1800 à Font-Romeu, j'ai mis 3 jours pour m'acclimater, après je vais au Kenya à 2500 mètres, ou alors je vais après Manon à 2500 mètres, 2700, je vais avoir besoin de 3 jours. Non, justement, il faut justement suivre un petit peu ces paramètres-là, physiologiques, comme la SPO2, comme la fréquence cardiaque nocturne, et comme finalement aussi le HRV, pour se rendre compte
quand est-ce que l'athlète va être acclimaté. Donc nous, on va se situer souvent sur des stages où on est à altitude optimale, parce qu'il y a une altitude optimale pour justement booster ses effets. On va dire entre 2400 et 2800 mètres suivant les athlètes. On va se situer globalement entre 5 et 9 jours d'acclimatation nécessaires. Donc ça peut vraiment, la fourchette elle peut être vraiment assez large. Et finalement après on va se fixer donc sur la SPO2. Donc la SPO2, comme l'a dit Samuel, le premier jour elle va vraiment chuter. Elle va ensuite remonter petit à petit. Et quand elle va atteindre un certain plateau, donc elle va jamais revenir à son état de 98 ou de 100% à altitude normale. Quand elle va atteindre un plateau aux alentours de 91-92, et ben là on va pouvoir justement remettre de l'entraînement, etc. On va faire pareil avec l'AFC. On va coupler un petit peu ces paramètres physiologiques là pour savoir quand est-ce qu'il est acclimaté, etc. Et nous par exemple on préfère prendre un jour de plus, se dire ok, on va garder un jour de plus sans intensité, plutôt que se dire on va attaquer trop tôt. Par contre, ce qu'il peut faire, il peut quand même s'entraîner en musculation, il peut quand même s'entraîner par exemple à faire des sprints ou des choses comme ça. Il doit pas rester sans s'entraîner. Il peut faire un volume d'entraînement aussi qui va être assez conséquent sur ces premiers jours-là. Donc ça, il y a pas de souci. Mais on va vraiment garder ça comme marqueur. Et puis après, il pourra commencer les séances d'intensité. Et puis les séances d'intensité ou alors l'augmentation de l'altitude. On a ces deux stress qui peuvent être possibles. Soit on augmente l'altitude pour recréer un stress supplémentaire. Mais à partir de là, il faudra se réacclimater. Soit on met de l'intensité. Et souvent, l'intensité va faire baisser ces paramètres. C'est-à-dire, on va avoir la SPO2 qui va rediminuer, on va avoir la FC nocturne qui va réaugmenter, le HRV qui va se redétériorer, et puis après, il faut réattendre que ces paramètres-là soient revenus à la normale pour remettre une séance, etc. Mais au bout de la phase d'acclimatation, si elle est bien faite, justement, ces paramètres-là, ils reviennent, on va dire naturellement, à leur niveau d'acclimatation plus rapidement que si l'athlète est fatigué. Donc voilà un petit peu les paramètres sur lesquels on va se caler. Ouais, moi je rejoins tout à fait Jonas. Ça va être un compromis. On va avoir des données objectivées que sont la SPO2, la FC et les sensations. Et l'idée c'est que tout aille dans le bon sens, dans le même sens, enfin le bon sens, le même sens. Et une fois que tous les paramètres sont au vert, on peut se dire il est acclimaté. Mais à la fois, j'ai des petits exemples comme ça où les sensations de la tête peuvent être mauvaises. Par contre, les paramètres objectivés, eux, sont bons. Et généralement, ça c'est l'expérience qui parle, c'est pas, il y a rien de scientifique là-dedans. Mais je propose souvent une petite séance d'intensité courte, soit de PMA, soit des petits sprints, qui va venir un petit peu choquer l'organisme, le réveiller. Et finalement, des fois, c'est un peu la solution en termes de sensations pour retrouver de bonnes sensations après une arrivée un peu difficile à ce niveau-là en altitude. Oui, voilà. C'est une sorte d'activation en vérité. Ouais, c'est ça. C'est si les paramètres objectivés sont bons, hein, je reste dans ce cadre-là. Je me permets de dire on va tenter le truc quand même. Et souvent, j'observe que ça fait du bien aussi au niveau psycho et des sensations de dire ah oui bah finalement ça y est ça décolle, ça me réveille un peu parce que c'est vrai aussi que quand on fait que de l'endurance on a plus dans les montées on est un petit peu endormi entre guillemets si je peux appeler ça comme ça, mais on est vraiment sur de l'endurance fondamentale et du coup les athlètes ils peuvent se sentir un peu mous suite à une période par exemple où ils ont enchaîné pas mal de courses. Ça fait baisser un peu le niveau de stress au niveau de l'entraînement, je parle seulement là. Et le fait de faire une petite séance comme ça va les booster un coup. Samuel, Jonas, on était sur la durée d'exposition, les différentes adaptations, finalement, que ce soit des stages en altitude réelle ou même sur des pièces ou des chambres à environnement contrôlé. Mais est-ce qu'on peut parler aussi des attentes et des délais que l'on est supposé observer dans la fenêtre d'une descente d'un stage en altitude ou à la suite d'un séjour sur le Centre national de ski nordique après Manon? Est-ce que vous avez aussi des anecdotes, des façons de travailler à partager avec nous? Oui, bien sûr, ça va différencier à mon avis en fonction des objectifs. Comme le disait Samuel, si on vise un objectif vraiment en stage, en prépa finale, on va avoir plutôt 2 fenêtres de tir. On va avoir le J+3, où on va avoir vraiment un pic. Donc J+3 après la redescente, où on va avoir un pic de performance. Ensuite, on va avoir une phase où on va être un petit peu moins performant. On va pas être plus fatigué, mais on va être un petit peu moins performant. Globalement, qui peut s'étendre jusqu'à J+15 ou J+19, suivant un petit peu les athlètes. Et après, de J+19 à J+45, pratiquement, on va avoir un plateau de forme, donc qui va être hyper intéressant à utiliser, notamment si on enchaîne notamment les compétitions, des choses comme ça. Qui va être aussi intéressant d'utiliser si on utilise non pas le stage comme prépa terminale, mais plutôt le stage
comme de la préparation générale, comme il le disait, en période par exemple hivernale pour les sports estivaux. On va utiliser cette fenêtre-là pour bonifier l'entraînement en fait, non pas bonifier la compétition, mais bonifier l'entraînement cette fois-ci. Et donc on va utiliser ces différentes fenêtres-là. Savoir que si aussi on peut effectuer donc des rappels hypoxiques donc pendant la saison, qui est pas mal utilisé dans différents sports. On va faire un premier stage de 3 semaines et ensuite 1 ou 2 mois après, on va faire un rappel hypoxique d'1 semaine ou de 10 jours. Et là donc en fait, on va venir finalement compléter ce plateau de performance, compléter ce plateau de forme. On va le relancer ce plateau de forme et donc on va le prolonger d'1 mois ou d'1 mois et demi. Donc ça va être aussi intéressant. Bon Jonas il m'a spoilé. Non mais oui, on observe typiquement la même chose. Donc moi je vais être un petit peu moins précis que Jonas dans le sens où j'observe un pic de forme à la redescente. Je dirais entre le 2e et le 5e jour. On va dire c'est ce que j'observe. La fenêtre elle est un peu là. Et puis ce qui va vraiment faire la diff, ça va être si on a bien récupéré du stage. Et l'autre point aussi, c'est que des fois on va faire un stage à altitude lointain. Si on a une journée de transit pour rentrer chez soi ou sur la compète, ça va être la fatigue inhérente au déplacement qui va altérer un petit peu ce pic de forme. Et je dirais voilà, on a un pic de forme assez rapide et là plutôt sur un one shot. Sur 1 ou 2 journées, je dirais maximum. Et ça, nous, on l'a souvent utilisé l'an dernier, par exemple, au retour de stage de Guillaume au mois de février, et sur les boucles de l'Ardèche et de la Drôme, il a fait 2 fois, une fois 3e, une fois 5e, donc très bonne performance, des très bons niveaux. Et puis après, on va avoir une période, comme disait Jonas, que moi j'estime un petit peu moins longue que Jonas, plutôt on va dire une petite semaine pendant laquelle sur l'entraînement, sur les données d'entraînement, j'observe pas vraiment de baisse de perf, mais c'est surtout dans le ressenti des athlètes qui ils se sentent pas top quoi. Ils ont pas des bonnes sensations, mais sur les données brutes, je trouve j'observe pas vraiment de baisse de perf. Et par contre après on va avoir ce fameux plateau de forme qui nous on vise et forcément dans les sports comme le cyclisme, parce qu'on a une longue période qui est le Tour de France de 3 semaines, un peu plus de 3 semaines où on va enchaîner les jours de course. Donc là, quand on sait qu'on va optimiser un plateau de conditions physiques, c'est super intéressant, à la fois pour la perf et pour la récup, parce que le système aérobie fait les deux. Et puis Jonas m'a spoilé jusqu'au bout, donc du coup nous on utilise aussi ces fameux rappels d'hypoxie. Donc là, pour rendre concret les choses, Guillaume il a fait 3 semaines au mois de mai, et il a fait le Dauphiné. On est contraint de ce passage par le Dauphiné, par le calendrier de course, et ensuite du coup actuellement il est en train de réeffectuer un rappel de une dizaine de jours, un petit peu moins de 10 jours, dans les Pyrénées. On profite, on lie l'utile à l'utile, c'est-à-dire qu'on fait un rappel d'hypoxie pour la prépa physique, et on va aller faire des recos pour la partie plutôt tactique de l'épreuve. Et ensuite, on espère que ça aura optimisé ce plateau pour les 3 semaines du Tour. Et si c'est pas indiscret, c'est à quelle altitude là dans les Pyrénées? C'est indiscret. C'est indiscret. on est un tout petit peu moins haut. D'accord. Ouais, je rajouterais juste une petite chose aussi, c'est le caractère individuel justement de ces réponses-là, et je remets un petit peu justement une pièce dans la machine sur le fait d'expérimenter ces stages-là, d'expérimenter avant les gros objectifs. C'est typiquement également pour ça, pour justement juger de quand sont les fenêtres optimales de performance. Avec plusieurs disciplines, justement, on fait des stages, on va dire, un peu expérimentaux, où on va faire des tests de performance assez simples, à J+3, à J+10, à J+20, à J+30, où justement, on va essayer de caractériser tel athlète est plutôt répondeur sur telle période, etc. Et donc on sait que quand on va refaire un stage hypoxie, globalement, on va retomber un petit peu sur nos pieds sur ces dates-là. Donc ça, c'est aussi le caractère expérimental qui est hyper important. Et ça, c'est pas de l'expérience entre guillemets scientifique pour faire de la science. C'est vraiment pour le terrain et pour bonifier la performance de l'athlète. Alors, du coup, ça m'amène une dernière question qui est liée à la fin de ces différentes séquences là qu'on peut travailler sur en altitude ou en environnement contrôlé. Est-ce que vous êtes pour terminer le stage sur une grosse intensité de fin de stage, ou alors vraiment pas du tout, en sachant qu'il y a une fenêtre d'un pic de forme qui peut apparaître dans les 2 à 5 jours, comme vous venez de
le présenter à la descente de telle séquence? Alors moi, je vais répondre avant Jonas pour pas qu'il me... Pour pas être spolié. Pour pas être spolié. Exact. Non, moi, philosophiquement, en fait, et mon expérience me montre, je suis contre le fait de faire une grosse charge, de dire, allez, c'est la dernière journée, je me fais 6 heures, 7 heures de vélo, plus les intensités, sachant que on est sur la fatigue de tout un stage. Derrière le stage, la vie continue et les objectifs arrivent. Et il y a encore un autre paramètre, c'est le voyage. C'est-à-dire que il y a toujours une fatigue inhérente au voyage. Donc j'ai horreur de terminer sur la plus grosse sortie avec les plus grosses intensités sur le dernier jour. Donc on fait souvent un bon bloc de travail dans la partie finale du stage, mais jamais le dernier jour. Voilà. Ouais, je suis totalement du même avis. Je vais ajouter que en fait, pourquoi on fait des séances d'entraînement ? Pour des adaptations. Les adaptations, elles se font quand ? Elles se font pendant la récupération, donc post-séance. Et donc, en fait, si on le fait le dernier jour, cette récupération-là, elle va pas être optimale. On va être dans des situations où finalement, on part, on est en voiture, etc. Et donc, finalement, il faut mieux la faire soit avant, soit après cette séance-là. Donc ça, c'est des discussions qu'on a souvent avec les coachs et globalement, là-dessus, avec Sam, on est plutôt du même avis. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Samuel, il y a une grosse échéance qui arrive bientôt. C'est quoi pour toi la suite, là? Une grosse échéance, il y en a plusieurs. Là, il y a déjà le championnat de France, presque à domicile. Et puis après, évidemment, le Tour de France. Donc la suite, pour moi, ça sera une présence au championnat de France, à Cassel. Et puis après, présence sur le départ du Tour, présence sur le chrono du Tour, donc les deux temps forts en termes de présence. Et après, un suivi quotidien des paramètres des athlètes de l'équipe pendant le Tour. Et toi, Jonas, la suite pour toi? La suite, ça va être une grosse partie de ma saison, c'est-à-dire que là, on va attaquer tous les tests donc de performance avec tous les athlètes des équipes de France, etc. sur le tapis, et tous les suivis aussi. Avec donc là cette année, on a le VTT qui a fait un stage en hypoxie. On a aussi le combiné nordique qui fait un double stage en hypoxie également pour préparer la saison d'hiver. Le biathlon aussi qui va venir en hypoxie, la course d'orientation, les équipes cyclistes également, le ski alpinisme. Donc là, on va enchaîner les suivis, etc. Et vu que c'est journalier et quotidien, on va enchaîner les suivis pas mal quotidiens de charges, et journaliers. Voilà. Merci à vous deux, merci Eric. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau de performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Creps Centre Val de Loire et Eric Braise de la Maison Régionale de la Performance du Creps Île-de-France. Montage Stéphane Germain.